Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Planète Verte. De plus en plus de Camerounais se lancent dans la production du poisson à domicile, dans des espaces confinés ou des étangs naturels. La masse produite malgré la promotion du secteur effectuée par le gouvernement camerounais ne permet pas toujours de satisfaire la demande. L'Afrique produisait à peine 0,2% de la production d'élevage en 2015. Le Nigeria, ayant compris les enjeux et les ouvertures d'un tel secteur, s'est lancé à la chasse au trésor. Et grâce à ses efforts, parvient à produire à lui tout seul un peu plus de 3% de la production du poisson d'élevage mondial à ce jour. Le secret de sa réussite est sa maîtrise de la production d'alevins de base. À cette occasion, Planète Verte vous conduit au travers de cette édition à la maîtrise de la première phase de production artificielle d'alevins de poissons-chat africains. Bonne dégustation à tous, à tout de suite. Les importateurs camerounais, en 2017, ont importé des poissons de l'ordre de 181 678 tonnes, équivalent de la bagatelle de 114,3 milliards de francs CFA, selon l'INS, Institut national de la statistique. Ces importations influencent négativement la balance commerciale et exposent le Cameroun à une dépendance extérieure certaine sur des denrées alimentaires de base. Pour pallier à cette dépendance, l'État du Cameroun mise sur la promotion et la vulgarisation de l'aquaculture, notamment un de ses sous-secteurs principaux, la pisciculture. Si de nombreux Camerounais s'engagent dans la production des poissons dans leurs concessions à ce jour, il est à noter que la production reste en dessous des estimations escomptées. La formation, la quantité et la qualité de l'eau, des alevins, de l'aliment et autres manquements viennent plomber les efforts entrepris par les pisciculteurs camerounais pour se hisser à la hauteur des producteurs africains et de l'Occident. Les alevins constituent pour le pisciculteur une véritable ressource, tant par leur qualité que par leur quantité qui arrivera à terme en grossissement. Des alevins de mauvaise qualité induisent des pertes considérables chez le producteur. Pour un pisciculteur ambitionnant une production extensive ou semi-extensive, il est important de produire artificiellement ces alevins pour espérer rentrer dans des marges bénéficiaires à hauteur de l'investissement consenti. Comment donc produire ces alevins pour soutenir la pisciculture camerounaise? Avec nos experts, nous allons en apprendre. Maintenant, le noyau va monter, va miser au niveau des pôles. L'espèce choisie ici, c'est le poisson-chat africain ou silure, et de nom scientifique, Claria gariapulus. Pour parvenir à la production artificielle des alevins de Claria, plusieurs étapes sont à franchir. En premier lieu, le choix rigoureux des géniteurs. Ils doivent être âgés d'un an minimum, bien portants et ayant atteint leur maturité sexuelle. La pêche de capture dans les étangs ou autres sites s'avère nécessaire. Bonjour, bienvenue à ce programme. Il est question ici de vous présenter en fait la reproduction artificielle du Claria gariapulus. Comme première étape, déjà, on passe à la pêche et la sélection des géniteurs. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons vidanger l'étang de stockage des géniteurs, où nous allons faire une pêche et à l'issue de cette pêche-là, faire une sélection des géniteurs qui sont matures.
Après donc la perte des géniteurs, on va passer au choix des géniteurs. Pour sélectionner un géniteur mâle ou femelle, il faudrait qu'il réponde à ce nombre de critères. Le premier critère chez les géniteurs, déjà, c'est l'âge. Il faudrait que ces poissons aient au moins 1 an d'âge. C'est vrai que chez les femelles, 8 mois pourraient suffire, surtout lorsqu'on est en saison de pluie. Alors, une fois l'âge, déjà, regardez, on peut observer maintenant les papilles génitales de ces poissons-là. Chez le mâle, la papille génitale déjà est allongée et conique. Généralement, si elle est de couleur foncée, on peut déjà choisir ce mâle-là pour la reproduction. Par ailleurs, chez la femelle, la papille génitale est arrondie, elle est ovale. Et lorsqu'elle est de couleur rouge foncé, également bien rosâtre, également, elle est bonne pour la reproduction. Il y a un autre élément qui permet également de sélectionner une femelle, c'est la forme du ventre et également le toucher. C'est-à-dire que le ventre doit être arrondi et doit être doux au toucher. Donc, utiliser ces différents critères pour sélectionner en fait nos géniteurs. On a donc ici une femelle qui a déjà été identifiée. On peut très bien observer que le ventre est arrondi et lorsqu'on touche, il est doux au toucher. C'est déjà donc un signe de maturité sexuelle. On a donc la papille génitale qui est arrondie et légèrement bombée. C'est un signe de maturité. Et lorsqu'on peut faire un léger massage abdominal là, on peut observer directement les œufs. Alors, les œufs sans sang également qui est un très bon signe. Ensuite, nous avons un mâle. On peut très bien observer également la papille génitale qui est allongée et de forme conique. Après ce volet, il est important de passer à la pesée pour avoir le poids exact de nos géniteurs. Après, dans le choix des géniteurs, on va passer à la pesée de ces géniteurs-là. Ok, on pèse. $2,5 kg. Les géniteurs sont alors placés dans des bacs pendant au moins 3 heures pour acclimatation. Après sélection des géniteurs, nous l'acclimatons durant quelques heures. Après, dans la pesée des géniteurs, on va faire une phase de stabilisation où on va déstresser les poissons. Après cette phase de stabilisation qui va durer environ 4 heures de temps, on va passer à l'injection hormonale. C'est la prochaine étape en fait de notre reproduction artificielle. Le poids connu de la femelle permet de lui administrer la dose d'hypophyse correspondante. Cette injection, la quantité d'hormones utilisée en fonction en fait, du poids de l'animal. Ainsi, on a besoin avec des hormones comme l'ovuline ou bien l'ovaprime de 0,5 ml de substance hormonale pour 1 kg de poids. L'étape suivante est l'injection de l'hypophyse à la femelle. Cette hormone peut être fabriquée sur place à travers son extraction dans le cerveau du mâle adulte ou de la femelle. Cela nécessite une formation adéquate. Faute de maîtrise de ces méthodes, le pisciculteur peut acheter ces hormones dans des boutiques spécialisées dans la pratique piscicole. Nous injectons aux femelles l'hormone. C'est une hormone synthétique. En fait, l'hormone ici, c'est l'hypophyse de saumon avec un anti-stress. Donc, c'est un moyen de conserver cela. Si vous ne voulez pas utiliser l'hormone, vous pouvez utiliser l'hypophyse d'un autre poisson, c'est-à-dire prenez un poisson, vous coupez sa tête, pour aller dans sa boîte crânienne et retirer son hypophyse pour injecter à la femelle. La seule condition est que le poids du mâle ou bien le poids du poisson dont on prélève l'hypophyse doit être supérieur ou égal au poids de la femelle dont on veut injecter cette hypophyse-là. Le poisson femelle pêché, ausculté et pesé est mis sur table, tenu avec délicatesse sur la tête par un couvert propre, couvrant les yeux pour éviter à l'animal de stresser. Celle-ci est saisie par la queue pour la stabilisation. Le second opérateur se charge de préparer le sérum à injecter et l'administre par injection intramusculaire
sur la colonne dorsale de la femelle Claria. La composition de l'injection est faite d'hormones et d'une solution saline correspondant au poids de l'animal. Cette injection va permettre la maturation des ovocytes de la femelle. Ce rôle-là, c'est pour permettre la maturation des ovocytes. Les ovocytes sont les œufs non fécondés. Suite à celle-ci, la femelle est laissée en phase de latence. Celle-ci varie entre 8 heures et 12 heures de temps en fonction de la température ambiante. On vient donc de terminer l'injection hormonale. Maintenant, notre poisson, notre géniteur va passer à un stade de latence qui est également en fonction de la température. Cette phase de latence aussi, en fait, c'est le temps nécessaire ici qu'il faudra pour qu'il y ait maturation des ovocytes. Donc, en fonction de la température, on aura un temps de latence plus ou moins long. À notre température, 29 degrés Celsius, on aura un temps de latence de 10 heures en moyenne. Cette injection doit être pratiquée dans les zones chaudes pendant l'après-midi, moment où la température est douce. Au petit matin, après 10 heures de temps, la femelle et le mâle, précédemment isolés, sont sortis de leur sommeil pour la suite du processus. C'est l'étape du stripping. Le fait de presser le ventre de la femelle sur les côtés dans un mouvement de va-et-vient. 10 heures de temps plus tard, à une température de 25 degrés, on fait un stripping, c'est-à-dire on presse le ventre des femelles, on recueille les ovocytes ou les œufs non fécondés. Cet exercice nécessite une extrême délicatesse. De ce geste exécuté avec dextérité, les ovocytes vont sortir du ventre de la femelle par son orifice vaginal et atterrissent dans un récipient prévu à cet effet. L'action va s'arrêter dès qu'on observera au bout de la partie génitale du sang. Après cette extraction, la femelle est mise à part dans son bac pour récupération. Dans de bonnes conditions, une femelle peut pondre en élevage extensif toutes les 6 semaines. Par la suite, le mâle est sorti de son bac, essuyé, puis excisé pour l'extraction de ses gonades aux testicules. Le geste est délicat. Une fouille minutieuse à l'intérieur de l'animal permet de les extirper. Après donc une légère incision au niveau du ventre du mâle, on passe dans le doigt dans le ventre pour mettre en évidence les gonades. Il se reconstituera avec le temps de repos et l'alimentation qui lui sera accordée. Cette technique d'ablation permet de garder le géniteur au lieu de l'abattre pour lui prélever ses testicules. Les spermatozoïdes se retrouvent au niveau des différents lobes qu'on retrouve sur le testicule. Cette substance blanchâtre, généralement appelée l'étance. Le mâle prélevé est recousu puis mis au repos pour récupération selon un procédé bien établi. Après donc l'incision du ventre et l'ablation des testicules, on va donc recoudre en fait le ventre du mâle pour qu'il puisse continuer en fait sa croissance. Ici, généralement l'objectif visé par exemple est la régénération des testicules lorsque ceux-ci sont coupés partiellement. Donc, étant donné qu'on a retiré que ce testicule chez chaque mâle, ces mâles pourraient être réutilisés 3 mois après. Là, nous avons les géniteurs après utilisation. Après extraction des gonades, on recoule le ventre et nous les laissons dans ce bac durant 2 semaines. Ils ont 3 destinations. Premièrement, ils peuvent être vendus comme poissons de table. Secondo, on peut utiliser leurs hypophyses pour la prochaine reproduction, c'est-à-dire couper la tête et retirer l'hypophyse pour injecter aux femelles lors de la prochaine reproduction. Ou laisser pour régénération. Étant donné qu'on a fait une ablation de la gonade des 3 quarts,
La régénération sera effectuée après 7 mois. Donc après 7 mois, le testicule sera reconstitué et être prêt à l'utilisation. On va les croire devenir des géniteurs. Durant ces 2 semaines, on ne les alimente pas, parce que sinon la plaie va s'ouvrir. Donc ils sont à jeun. C'est après 2 semaines qu'on peut les nourrir en fonction de l'orientation qu'on veut leur donner. Si pour une régénération, on les nourrit avec aliments pour géniteurs. Si c'est pour la vente, on peut les nourrir encore une semaine pour qu'ils puissent récupérer le poids qu'ils avaient au départ. Parce que lorsqu'ils sont à jeun, là, il y aura perte de poids. Les testicules sont sectionnés pour en extraire de la laitance. Ce liquide va féconder les ovocytes pour obtenir des œufs. On va donc associer les gamètes femelles avec les gamètes mâles, qui seront issus en fait des testicules qu'on a prélevés tout à l'heure des mâles. Là, je vais découper les testicules pour extraire la laitance et verser cette laitance sur la masse d'œuf. À ce mélange est associé de l'eau physiologique dont le volume correspond à celui des ovocytes. Un léger balancement du mélange de ces différentes composantes permet d'avoir une bonne homogénéité. Le processus continue parce que là maintenant on va associer de l'eau physiologique qui va en fait accélérer, activer les spermatozoïdes. Bon, c'est quoi ici? Dès qu'il faut essayer de mettre les spermatozoïdes en mouvement. Alors maintenant par un léger mouvement, on repartit en fait la laitance dans toute la masse de l'ovocyte. Ainsi pour donner en fait, pour augmenter en fait le taux de fécondation. Donc c'est pendant donc cette période que on est sûr d'avoir un taux de fécondation assez relevé. Il faudrait donc que cette phase soit réussie et qu'on ait réussi notre reproduction environ à 80%. On doit le faire pendant au plus 1 minute, parce qu'après 1 minute, les spermatozoïdes sont plus. Pour l'agitation, c'est pour donner un peu plus d'avantage en fait, aux spermatozoïdes dans leur mouvement. Passé cette phase de fécondation, les œufs vont être étalés dans les clés d'incubation. On dépose ces clés, on appelle ça des clés d'incubation. Elles sont déposées sur de l'eau. C'est où on déverse le mélange ovocyte plus sperme, c'est-à-dire les œufs. Ils sont repartis sur toute la surface grillagée pour éviter des accumulations d'œufs les uns sur les autres. Il permet également de réduire le risque de non-fécondation. Les ouvertures du grillage doivent être inférieures à 1 mm et la température de l'eau oscillant entre 24 et 30 degrés Celsius. En ce moment, lorsque les œufs sont au contact de l'eau, ces œufs-là vont directement adhérer aux mailles des clés d'incubation. Et c'est donc à partir de ce moment que commence l'incubation en fonction de la température de l'eau. On étale justement pour que les œufs n'adhèrent pas, ne s'agglutinent pas au même endroit. Et ainsi permettre la libération des larves juste après éclosion. Avant l'incubation, les bacs devant accueillir les œufs sont traités de toute infection microbienne et l'eau dégarnie de toute contamination. 20 à 30 heures plus tard, les œufs vont éclore et donner les premières larves. 24 heures plus tard, à une température de 29 degrés, il y a éclosion.
Les œufs de couleur blanche doivent faire l'objet d'un retrait des clés d'incubation pour éviter toute contamination. Cette grande phase terminée, intervient alors une des plus grandes articulations de la production artificielle d'alevin de Claria garhiapulus. Il s'agit du suivi lavaire. Juste après l'éclosion des œufs, on va donc passer au suivi lavaire, qui est l'une des étapes les plus importantes dans la production en fait, des alevins de Claria garhiapulus, qui a également été un maillon important de la chaîne de valeur de la pisciculture au Cameroun. Alors, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons espérant que vous avez bien appris du film documentaire préparé pour votre avancée. Pour ce qui est de la deuxième phase de cette production artificielle d'alevin, le suivi lavaire, je vous invite à la même heure vendredi prochain sur ces mêmes antennes. Le Covid-19 sévit, protégeons-nous et protégeons les autres en respectant les consignes barrières prescrites par le gouvernement et par l'OMS. Bon week-end à tous, bye bye.